Mon père m'a frappé. Tu l'as mérité, a dit ma mère. Un rire cruel dans l'air. Mais ils se sont tous tus après avoir vu. Avant de commencer notre histoire, je vous regarde. La plupart des gens regardent simplement les vidéos sans s'abonner, mais je sais que vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Abonnez-vous. Maintenant, plongeons dans notre histoire. Le poing de mon père a frappé mon visage si fort que j'ai vu des étoiles. Le son a résonné dans la salle à manger remplie de 55 invités lors de notre dîner familial de Thanksgiving. Pendant une seconde, il n'y a eu que le silence. Puis est venu le rire de mon frère Justine, un rire cruel qui a fendu l'air comme un couteau. Ma mère n'a pas crié d'horreur ni ne s'est précipitée pour m'aider. Elle s'est simplement adossée à sa chaise et a souri. Bien fait, a dit mon père, agitant sa main comme s'il avait touché quelque chose de sale. Tu l'as bien mérité. À ce moment-là, avec le goût du sang dans la bouche et 55 paires d'yeux me jugeant, j'ai réalisé une vérité dévastatrice. Je n'avais jamais été le problème. J'étais simplement le miroir qu'il détestait regarder. Mon nom est Adam, et à 32 ans, je venais de découvrir que ma propre famille m'avait utilisé comme bouc émissaire toute ma vie. Mais alors qu'ils célébraient mon humiliation publique, ils ignoraient une chose cruciale. Je m'attendais à cela depuis 2 ans. Et ce soir-là, en rentrant chez moi, je passerais 3 appels téléphoniques qui allaient complètement détruire leur monde. La lettre d'invitation était arrivée 6 mois plus tôt. Papier crème de haute qualité, lettrage doré en relief. Ma sœur Claire a toujours aimé ces présentations pompeuses, plus soucieuse de l'apparence que du contenu. Cela faisait 6 mois que personne dans ma famille ne m'avait parlé. Pas un mot, pas un appel, pas même un message superficiel pour demander comment j'allais. La dernière fois que j'étais dans cette maison, Claire avait hurlé que je me croyais meilleur que tout le monde simplement parce que j'avais refusé d'investir dans le cabinet de conseil raté de Justine. J'étais parti ce soir-là avec l'écho des portes qui claquent et des accusations résonnant à mes oreilles. Et maintenant, ceci, une invitation à un dîner spécial de Thanksgiving en famille. Cher Adam, nous espérons que tu te joindras à nous pour une réunion de famille spéciale. 15h, maison familiale. Amitié, Claire. Amitié. J'ai laissé échapper un rire amer. Mes mains ne tremblaient pas de nervosité. Elles tremblaient de tout ce qui s'était accumulé en silence. Des choses qui n'avaient jamais été dites, jamais pardonnées. J'étais assis sur le bord de ma chaise de cuisine usée, la lettre encore ouverte sur mes genoux, essayant de décider ce qui faisait le plus mal, rester à l'écart ou y retourner. Une partie de moi savait que cela pouvait être un piège. Je ne serais pas surpris si j'entrais là-bas pour trouver une sorte de performance passive-agressive m'attendant. Mais une autre partie de moi, celle qui se blottissait sur les genoux de ma mère après des cauchemars, qui aidait mon père à poser le plancher dans le garage, qui avait cousu le costume d'Halloween de Claire quand elle avait 10 ans, cette partie se demandait, et si cela signifiait quelque chose ? Le point final n'est pas toujours empreint de bienveillance. Ma thérapeute avait dit ça une fois, et c'était resté. J'ai acheté un billet de train ce soir-là, le régional de 9h05, arrivant juste après midi dans le New Jersey. J'ai choisi une cravate rouge dans mon placard. Ma mère disait toujours que ça me donnait un air prétentieux, comme un vendeur qui essaie trop d'impressionner. Je l'ai porté quand même. Le trajet a semblé plus long que d'habitude. C'était peut-être le ciel gris dehors ou la femme de l'autre côté de l'allée qui sanglotait doucement dans une serviette Starbucks. Je n'ai pas demandé. Nous portons tous nos raisons en silence. Quand je suis arrivé, le quartier avait l'air aussi bien entretenu que jamais. Pelouse tondue, voitures identiques dans des allées identiques. En montant les marches vers la porte blanche familière, j'ai remarqué quelque chose qui m'a serré la gorge, le petit panneau en bois au-dessus du porche. Claire l'avait changé. Avant, il y avait écrit « Les Blackwood ». Tous sont les bienvenus. Maintenant, il disait « La famille d'abord, toujours ». La porte s'est ouverte avant que je ne frappe. Un homme en chemise blanche et gilet noir se tenait là, tenant une tablette. « Votre nom, s'il vous plaît » demanda-t-il d'un ton neutre. « Adam » ai-je répondu, ma voix sans émotion. Il a tapé quelque chose sur l'écran, puis m'a fait signe d'entrer. Pas de câlin, pas de poignée de main chaleureuse comme maman avait l'habitude de me donner. Juste le protocole. En entrant, l'odeur de dinde rôtie et de romarin flottait dans la maison, familière, presque réconfortante jusqu'à ce que je voie le plan de table collé sur le côté du buffet. Claire en bout de table, Justine à côté de maman, à côté de papa de l'autre côté.
Invité, tout à gauche. Invité, pas de nom, juste invité. J'ai ravalé la chaleur qui montait dans ma poitrine et j'ai tendu mon manteau à un autre employé, pas un membre de la famille. Personne n'a levé les yeux. Personne n'a dit, « Adam, nous sommes si heureux que tu sois venu. » Le premier visage que j'ai reconnu fut celui de Claire. Elle s'est approchée de moi comme une actrice sur le point de faire une grande entrée, les bras tendus, les lèvres étirées en un sourire parfait et poli. « Regardez qui est là », a-t-elle annoncé, assez fort pour que toute la pièce se retourne et me fixe. Des rires légers, tendus, inconfortables. Papa a fait un signe rapide de la main depuis son fauteuil et n'a pas bougé. Il est resté assis là, les jambes croisées, un verre à la main. Justine est passée juste à côté de moi, n'a rien dit et a pris un œuf mimosa sur un plateau. Je me suis dirigé vers la seule chaise vide, cachée derrière la table du buffet, la plus éloignée de la cheminée. Je me suis assis tranquillement, les mains jointes, et j'ai attendu que le malaise passe, mais il n'est jamais parti. La conversation tourbillonnait autour de moi comme si je n'étais même pas là. Des banalités, des blagues sur la promotion de Justine. Quelqu'un parlait de son fils admis à Cornell. Pas un mot ne m'était adressé. Le dîner a été servi juste avant 16 heures. La dinde avait l'air parfaite. La farce sentait exactement comme quand j'avais 15 ans et que je piquais des bouchées près de la cuisinière quand maman ne regardait pas. Les assiettes s'entrechoquaient. Les verres se levaient. Tout semblait trop répété. Au moment où j'ai tendu la main vers la sauce au canneberge, je l'ai senti avant de le voir. Tous les yeux se sont subtilement tournés vers le bout de la table. Ma mère s'est levée, la chaise grinçant sous son poids. Elle a tapé une fois sa fourchette sur le bord de son verre de vin. Cling. 2 fois. Cling. Puis elle m'a regardé. Pas à travers moi. Pas près de moi. Droit dans les yeux. Son regard était perçant, ses yeux plissés, comme si elle était sur le point de rendre un verdict. Et j'ai su que ce n'était pas juste un toast. Mais pendant qu'elle souriait, ce sourire d'hôtesse qui s'étirait sans jamais s'adoucir, j'ai gardé une expression neutre, car ils ignoraient une chose. J'avais détecté les premiers signes des mois auparavant. Et si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite allait changer nos vies pour toujours. Le son de la fourchette frappant le cristal a résonné dans la pièce comme un glas funèbre. Ma mère s'est levée majestueusement. Ce sourire parfait d'hôtesse plaqué sur son visage alors que 55 invités se tournaient vers elle avec attente. Chers amis et famille, commença-t-elle, sa voix mélodieuse remplissant chaque recoin de la salle à manger. Avant de passer au dessert, j'aimerais partager quelques réflexions sur la gratitude et la famille. La pièce est tombée dans un silence de mort. Même le cliquetis des couverts a cessé complètement. Je suis resté immobile, le dos droit, essayant de ne pas paraître aussi tendu que je l'étais. Un sombre pressentiment a commencé à se former dans mon estomac. Quand je regarde autour de cette table, continua ma mère en faisant un geste théâtral, je vois la loyauté. Je vois la tradition. Et je vois une famille qui comprend que le respect doit se mériter. Jamais simplement être supposé. Mon estomac s'est noué. Ses yeux ont croisé les miens pendant une fraction de seconde avant de se détourner. Mais c'était assez long pour que je comprenne. Ce n'était pas un toast. C'était une exécution publique. Dans chaque famille, a-t-elle poursuivi, sa voix prenant une subtile dureté que seuls nous, les enfants, reconnaissions, il arrive un moment où nous devons nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons et, plus important encore, ce que nous nous devons les uns aux autres. Les invités ont hoché la tête poliment, inconscients du changement de ton. Mais Justine souriait. Ce sourire cruel que je connaissais depuis l'enfance, quand il découvrait une nouvelle façon de me torturer. Parce que parfois, dit doucement ma mère, certains enfants oublient. Un rire bas et poli a parcouru la table. Mon verre de vin est resté intact. J'ai senti mes paumes devenir froides. Ils oublient que l'humilité est une vertu, que le succès ne signifie rien si vous portez l'arrogance comme un parfum. Que la famille n'est pas une obligation. Elle a marqué une pause dramatique, savourant le moment. C'est un honneur. Elle ne me regardait plus directement. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde dans la pièce savait exactement de qui elle parlait. L'argent ne peut pas acheter des racines, a-t-elle poursuivi, un doux sourire se formant, et il ne peut certainement pas acheter l'amour ou le respect. Autre rire poli. Justine a reniflé, clairement amusée. Parce que l'arrogance.
Elle a pris une profonde inspiration, savourant le grand final. L'arrogance est laide, surtout en famille. C'est alors que Justine a commencé à applaudir. 1, 2, 3 applaudissements lents et délibérés. Son sourire malveillant a traversé la pièce comme un couteau. C'est la meilleure jusqu'à présent, maman, a-t-il murmuré assez fort pour être entendu. Claire a détourné le regard, faisant tourner son vin, prétendant se concentrer sur une décoration de canneberge. Papa n'a pas bougé d'un muscle. Je suis resté assis comme une statue vêtue de rouge, piégé dans une pièce qui avait autrefois accueilli des fêtes d'anniversaire, des soirées de jeux et des rires. Maintenant, ce n'était plus qu'une scène pour mon humiliation publique. Je me suis levé doucement et j'ai repoussé ma chaise. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste fait glisser la serviette de mes genoux et je l'ai posée sur mon assiette. J'ai réussi à faire 2 pas avant que cela n'arrive. Le son a retenti dans la pièce comme un coup de feu, une main contre mon visage, dure et immédiate. Le côté gauche de mon visage s'est enflammé. Il m'a fallu une seconde pour réaliser qu'elle l'avait fait. Ma mère. Les doigts encore tendus, les yeux grands ouverts, non pas de choc, mais de satisfaction. Des halètements ont éclaté dans la pièce, mais personne n'a bougé. Mon verre de vin a glissé de ma main, a heurté le marbre et s'est brisé. Le son a résonné dans le silence de mort. Papa a finalement parlé depuis son fauteuil. Il n'a jamais levé les yeux. Bien fait. Je l'ai regardé. Je l'ai regardé. J'ai regardé les visages que j'avais connus. Maintenant figés, honteux, certains satisfaits. Justine s'est agitée sur sa chaise, mais ne s'est pas levée. Claire a pris une autre gorgée de vin comme si ce n'était qu'un bruit de fond. Et moi? Je n'ai pas pleuré. Je me suis retourné et j'ai quitté la pièce. Sans hâte, sans pause dramatique. J'ai juste marché dans le couloir qui sentait autrefois la cannelle. J'ai passé les photos de famille qui avaient cessé de m'inclure il y a 5 ans. J'ai passé le porte-manteau que j'avais construit en cours de menuiserie au lycée. Je suis sorti par la porte d'entrée. L'air de novembre a frappé mon visage, qui brûlait maintenant de plus d'une façon. Mais je n'ai pas porté la main dessus. Je n'en avais pas besoin. Cette douleur me rappelait que c'était réel. Je me suis assis sur les marches du porche, le bois froid sous mes jambes, et le silence dans le froid. Personne ne m'a suivi. Pas une âme, pas une voix m'appelant, pas même pour faire semblant. C'est là que ça m'a frappé. Pas comme un couteau, mais comme une lente vérité qui émerge enfin à la lumière. Je n'avais pas perdu ma famille. Je n'en avais jamais eu. J'ai sorti le téléphone de la poche de mon manteau. Ma main était stable. J'ai fait défiler la liste jusqu'en bas. 3 noms que je n'aurais jamais pensé réutiliser. Chacun brûlait comme une allumette dans le noir. J'ai appuyé sur le premier. Ça a sonné 1 fois, 2 fois. Puis la voix est venue, basse, pleine de sous-entendus. J'attendais ton appel. Je n'ai pas souri, j'ai juste expiré doucement et me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, le bord pressant contre ma colonne vertébrale. Evan, ai-je dit, ma voix stable. C'est le moment. Une pause. Puis, avec cette même cadence calme que j'avais toujours admirée chez lui, il a répondu, j'imagine que la situation a dégénéré. On peut dire ça. J'ai besoin que tu actives le plan d'urgence dont nous avons discuté il y a 2 ans. Gèle le trust, portée complète, et dépose l'injonction préliminaire. Nous avons bloqué tous les canaux par lesquels il pourrait déplacer de l'argent. J'ai entendu le bruit de papier qu'on remuait. Il travaillait déjà. Tu as toujours la procuration temporaire sur ta mère en vertu de l'amendement que nous avons déposé pendant sa convalescence. Elle ne l'a jamais révoqué. Elle ne savait pas comment, ai-je dit, presque amusé. Et son père était trop arrogant pour vérifier. Tu es toujours le tuteur légal, Adam. J'ai fermé les yeux, puis j'ai enregistré. Et Evan. Je veux que ce soit effectif dès le matin. Discrètement. Pas de médias, pas de chichi. Tu me connais, a-t-il dit doucement. Je travaille dans l'ombre. Nous avons mis fin à l'appel là. Pas de politesse, pas de bonne chance, juste une compréhension mutuelle. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je suis allé dans le salon. Mon appartement était modeste. 2 chambres, du parquet, des étagères qui sentaient encore les vieux livres, mais c'était à moi. Chaque centimètre non touché par leurs mains. Dehors,
les lampadaires projetaient des halos dorés sur le trottoir silencieux. Le genre de calme qui précède la tempête. J'ai allumé mon ordinateur portable et composé le deuxième numéro. Nicole a répondu avant la deuxième sonnerie. Adam. Sa voix était vive. J'ai vérifié l'heure. Minuit. Désolé pour l'heure tardive. Si tu appelles, ce n'est pas tard, a-t-elle dit, instantanément alerte. J'ai cliqué sur le dossier du bureau intitulé « Pour quand ils franchiront la ligne ». Puis j'ai fait glisser les photos que j'avais prises plus tôt ce soir-là dans le bureau de mon père. Des grands livres, des chèques manuscrits, des registres de caisse brouillon griffonnés au stylo bleu. Il détourne des fonds de donateurs via la fondation, ai-je dit, vers l'entreprise de Claire et les start-up ratées de Justine. Je viens d'envoyer les photos. Je pouvais entendre sa respiration saccadée. Adam, si cela se confirme, c'est criminel. On ne parle pas d'une tape sur les doigts. Je ne cherche pas de tape sur les doigts. Je cherche la vérité. Elle n'a pas discuté. Je m'y mets tout de suite. Attends-toi à un rapport cet après-midi. Je me suis penché en arrière, mes épaules touchant enfin la chaise. Je n'avais pas réalisé depuis combien de temps j'étais assis droit comme si j'étais encore à cette table de salle à manger. Le troisième appel fut le plus court. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre et j'ai composé le numéro d'Anna. Elle a répondu avec un soupir. J'espère que c'est important. Ça l'est. Je lui ai donné le numéro d'identification fiscale de la fondation. Pas de contexte, juste des chiffres. Puis j'ai envoyé le lien Dropbox que j'avais préchargé des mois auparavant, contenant des sauvegardes, des scans, des dépenses signalées, et même les journaux de sécurité du réseau du bureau de mes parents. Elle n'a posé aucune question, a juste dit, tu recevras la confirmation de l'assignation dans les 48 heures. C'est tout. Pas de bonne nuit, pas de merci. Je suis resté à la fenêtre après l'appel. La lueur de la ville au-delà de Princeton était faible, silencieuse. Mon propre reflet me fixait, plus vieux que dans mon souvenir. Fatigué, mais pas brisé. J'ai fait du thé. C'était presque un réflexe maintenant. Camomille, une goutte de miel, la tasse bleue à l'anse ébréchée que je refusais de remplacer. Pendant que la bouilloire sifflait, mon esprit a divagué. Il y a 2 ans, la maison sentait encore l'antiseptique et les roses des bouquets de bon rétablissement. Ma mère se remettait d'une chirurgie abdominale compliquée, et j'étais revenu de Boston pour m'occuper d'elle. Mon père était rarement à la maison. Justine était à Las Vegas. Claire ne passait que pour des photos Instagram. C'était donc moi, le fils oublié, qui changeait ses pansements, préparait du bouillon d'os, l'aidait à entrer et sortir du lit. Et pendant qu'elle dormait, j'avais accès aux mots de passe, aux fichiers, aux tampons de signature. À l'époque, je ne pensais pas les utiliser un jour. Je les avais juste classés, comme quelqu'un qui colle une vitre d'urgence derrière un mur, juste au cas où. Ils ne l'ont même pas remarqué. Maintenant, la bouilloire a cliqué. J'ai versé le thé, je me suis assis à la petite table à côté de la bibliothèque et j'ai regardé la vapeur monter comme une danseuse sans public. Je ne me sentais pas en colère. Plus maintenant. Ça, c'était l'ancien moi. La colère était bruyante. La colère était désordonnée. C'était autre chose. Il voulait un bouc émissaire, quelqu'un à humilier, quelqu'un à pointer du doigt en disant « Vous voyez, c'est ce qui arrive quand on sort du rang ». Il voulait que le fil silencieux reste silencieux. Eh bien, je le serais, mais maintenant le silence serait mon arme. J'ai pris une dernière gorgée, j'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai chuchoté à la pièce vide, maintenant, nous attendons. 27 heures plus tard, les comptes de la famille étaient gelés et les appels ont commencé à affluer. J'étais dans la cuisine, remuant une petite casserole de flocons d'avoine, quand le premier appel est arrivé. L'écran s'est allumé avec « Papa » en grosses lettres. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu. Il y a un problème avec le trust, a-t-il dit, sans même dire bonjour. Le virement trimestriel n'est pas passé. J'ai appelé la banque. Ils ont dit qu'il était signalé. Peux-tu vérifier? Sa voix n'était pas encore paniquée, juste impatiente comme celle d'un homme habitué à ce que les choses fonctionnent comme il s'y attend. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai versé les flocons d'avoine dans un bol, ajouté une pincée de cannelle et me suis dirigé vers la table. Non, ai-je dit. Il y a eu une pause. Je veux dire, je ne vais pas vérifier.
Vous devrez trouver un autre moyen. Tu as la procuration, et je l'exerce. J'ai raccroché. Le deuxième appel est arrivé avant même que je n'ai pris une bouchée. Justine. Messagerie vocale, puis une autre, et une autre. À la quatrième fois, mon téléphone a vibré si fort qu'il a cliqueté contre la table en bois. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai d'abord fini de manger, puis je me suis versé un café et j'ai finalement appuyé sur play. Tu te crois malin, a-t-il grogné, la voix épaisse de rage. Tu penses que couper l'argent te rend puissant? C'est nous qui t'avons fait, Adam. Nous t'avons nourri. Nous t'avons tout donné. Message suivant. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu as toujours voulu nous détruire. Eh bien, tu l'as fait. Tu es fier de toi. Puis silence pendant 2 heures. J'ai passé ce temps à examiner des factures que Nicole avait signalées. Des dates qui coïncidaient trop parfaitement avec le fonds de parrainage de Claire. À 11h23, Claire a appelé. Le téléphone a à peine sonné une fois avant que je ne le mette en sourdine. J'ai regardé son nom disparaître de l'appel manqué, puis un message vocal. Elle semblait à bout de souffle. Pas la rébellion gâtée à laquelle j'étais habitué. C'était la panique totale. Ils ont dit que le paiement n'est pas passé. La salle de réception m'a appelé. Adam, pas papa, pas maman. Moi. Tu savais à quel point c'était important. En arrière-plan, j'entendais la voix d'un homme crier quelque chose. Probablement Chase, son fiancé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tapé une ligne dans notre ancien chat familial. Le trust n'a jamais été à vous pour que vous le dépensiez. Adam. En début d'après-midi, Nicole a envoyé un message. Confirmé. Salle, fleuriste, traiteur, acompte, tout provenait du compte secondaire de la fondation. Je l'ai. Anna est apparue. Les fournisseurs se retirent. La nouvelle se répand. Il y avait une sorte de satisfaction qui s'installait en moi. Pas de la vengeance, juste de la clarté. Puis l'appel est venu. Maman. Sa voix était froide, contrôlée. Tu m'as humilié. Non, ai-je dit doucement. Tu as fait ça toute seule. Tu as gâché le mariage de ta sœur. Non, tu lui as permis de voler un trust caritatif. Et maintenant, le système a fait ce qu'il était censé faire. Je n'ai rien piraté. Je n'ai enfreint aucune loi. J'ai juste laissé la vérité rattraper son retard. Tu as toujours été difficile, Adam. Si vertueux, si obsédé par le fait de faire les choses à la dure. Peut-être pas à votre manière, ai-je répondu. J'ai raccroché. Cette fois, je n'ai même pas senti mon cœur s'accélérer. Mes pensées ont été interrompues par un autre appel. Pas de nom, pas de numéro. Masqué. Une respiration silencieuse à l'autre bout. Puis une voix familière a dit, « Adam, j'ai quelque chose que tu dois entendre sur ton père. » J'ai reconnu la voix avant qu'elle ne dise son nom. Adam, c'est Hélène. Je travaillais avec ta tante Dorothy à l'époque. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. Je n'avais pas entendu ce nom depuis des années. Tante Dorothy était morte de ce qu'ils appelaient des causes naturelles il y a une décennie. La seule qui avait jamais tenu tête à mon père et qui avait discrètement disparu de toutes les photos de famille après les funérailles. J'ai gardé quelque chose. Elle m'a demandé de le garder. Je pense qu'il est temps que tu l'entendes. Elle m'a dit de la retrouver au bâtiment des archives du comté de Newark, 4e étage, salle des archives du fond, à 16h30 précise. La route pour y aller était grise, route mouillée, nuages maussades, juste assez de bruine pour faire grincer les essuie-glaces. Le bâtiment des archives était presque vide. Le 4e étage sentait le vieux papier et la bureaucratie fantôme. Hélène avait l'air plus petite que dans mon souvenir. Cheveux gris tirés en un chignon serré. Ses yeux se sont levés et se sont adoucis. « Tu es venu ?» Elle s'est dirigée vers un classeur, a ouvert un panneau caché et en a sorti une petite enveloppe craft. C'était l'assurance de Dorothy, a-t-elle chuchoté, au cas où il lui arriverait quelque chose. À l'intérieur, il y avait une clé USB. Simple, sans étiquette. Garde-la hors du Wi-Fi. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qu'il y a dessus? La preuve de qui était vraiment ton père. Quand je suis rentré, il était déjà plus de 19 heures. J'ai éteint mon téléphone,
fermé les rideaux et me suis assis au comptoir de la cuisine avec mon vieil ordinateur portable. Pas d'internet, pas de Bluetooth. Le fichier était intitulé « Dorothy Audio 2010419 ». J'ai appuyé sur Play. D'abord, juste des parasites, puis la voix de mon père. Alors, voici le plan. Nous appelons ça un trust familial. On fait en sorte que ça ait l'air propre. Les noms des enfants figurent sur les documents. Une autre voix. Celle de ma mère. Et le fisc? Ils vont bientôt fouiner. Papa de nouveau. On fait passer les vrais actifs par la société écran, puis on canalise l'argent sous le nouveau trust. Seule Justine a les codes. Pas besoin que les filles aillent fouiller. Une pause, puis un rire. Adam ne remarquera même rien. Il est trop occupé à être noble. J'ai mis sur pause. Mon souffle s'est coupé comme si j'avais avalé du verre. Il ne m'avait pas seulement écarté. Il m'avait utilisé. Mon nom, mon identité, mon silence. Je n'étais pas le fils négligé. J'étais l'appât. J'ai appelé Evan et lui ai tout raconté. Falsification, détournement de fonds, fraude électronique. C'est suffisant pour ouvrir une enquête criminelle. Je veux que cela soit exposé. Quelques minutes avant minuit, j'ai envoyé le fichier audio à 3 personnes, Evan, un contact au fisc, et Claire. 5 minutes plus tard, un SMS a clignoté sur mon écran, de Claire. C'est quoi ce bordel? Je n'avais même pas posé mon ordinateur que la sonnette a retenti. Rapide, impatiente, un son sec. À travers le Judas, je l'ai vu. Claire portait toujours ce blazer bleu marine rigide. Ses cheveux étaient en désordre. Son mascara avait coulé. Ses phalanges étaient blanches à force de serrer son téléphone. J'ai ouvert la porte sans un mot. Elle est entrée en brandissant le téléphone. C'était vrai? J'ai juste hoché la tête. Ils m'ont dit que tu étais parti parce que tu étais égoïste, a-t-elle chuchoté. Ils ont dit que tu ne voulais pas faire partie de la famille. Non, ai-je dit calmement. Je suis parti parce que je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'avais juste pas de preuves jusqu'à maintenant. Elle s'est assise raidement à la table de la salle à manger. Je ne savais pas. Je veux dire, je savais que les choses n'étaient pas normales, mais je pensais que j'imaginais. Maman m'a dit quand j'avais 14 ans, Adam n'est pas comme nous. Ne lui fais jamais confiance pour quoi que ce soit de réel. C'est pour ça que j'ai arrêté de te dire quoi que ce soit. Mon cœur s'est contracté. Je pensais que j'étais la favorite, mais maintenant je ne pense pas qu'il m'ait jamais aimé. J'étais juste utile. J'étais le visage de la famille, mais ce n'était qu'un masque qu'il portait. Tu as encore le choix, ai-je dit. Tu peux continuer à prétendre que rien de tout cela n'est arrivé, ou tu peux m'aider à tout mettre en lumière. Ça ferait de moi une complice. Je serais exposé. Mais tu serais aussi libre. Elle a posé le téléphone face contre table. Je viens de protéger des monstres. Quoi que tu aies besoin, je signerai. Le moment est passé, silencieux et fragile. Puis son téléphone a vibré. Elle l'a pris et s'est figée. Papa vient de déposer une requête d'urgence au tribunal, a-t-elle dit. Il essaie de bloquer l'accès au trust. Il dit que tu es une menace pour la sécurité de la succession. Je me suis levé, pas rapidement, pas de manière dramatique, mais délibérément, mes mains serrées en poing, non pas par peur, mais par préparation. C'était l'heure de l'audience, et alors qu'il pensait m'avoir acculé, il ne réalisait pas que je m'étais préparé à ce moment précis depuis 2 ans. Nous sommes arrivés au palais de justice juste avant midi. Une bruine silencieuse avait commencé. Rien de dramatique, juste assez pour faire briller les trottoirs et rendre le monde légèrement plus froid qu'il ne l'était. Je suis sorti de la voiture, mallette à la main, et j'ai suivi mon avocat par l'entrée latérale, réservée aux audiences prévues. Pas de journaliste? Pas encore. Les sols en marbre du palais de justice du comté de Bergen étaient polis jusqu'à un éclat presque miroir. Les couloirs résonnaient doucement des bruits de pas et du murmure étouffé du personnel juridique se déplaçant entre les salles. À l'intérieur de la salle d'audience B, la température semblait artificiellement froide, comme si l'air avait été dépouillé de toute chaleur. Approprié, compte tenu de qui était assis en face de moi. Mon père portait un costume gris anthracite, plus sombre que d'habitude, avec une cravate rouge si parfaitement nouée qu'elle ressemblait à un avertissement. Ma mère était assise à côté de lui en crème et perles,
le dos raide et immobile. Elle ne m'a pas regardé. Justine était assise en face de nous, les bras croisés, la mâchoire serrée comme si elle était soudée. Leur avocat, un homme nommé Philip Grayson, a ajusté ses boutons de manchette en argent et m'a adressé un long sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. Nous avons pris nos sièges. La juge, une femme sévère d'une soixantaine d'années nommée juge Harmon, est entrée, sa robe frôlant le sol poli. Ceci est une requête d'urgence déposée par Monsieur Henry Blackwood pour annuler le gel ordonné par le tribunal sur le trust familial Blackwood, a-t-elle dit, sa voix nette et claire. Toutes les parties sont présentes. Philippe s'est levé. Oui, votre honneur, et avec votre permission, j'aimerais commencer. Procédez. Il a ajusté sa cravate et s'est avancé, les mains croisées à la taille. Votre honneur, le tribunal a été induit en erreur par une série d'allégations chargées d'émotions faites par Monsieur Adam Blackwood, qui, bien qu'intelligent, a un historique documenté d'instabilité émotionnelle découlant d'une adolescence traumatisante. J'ai senti mon avocat, Monsieur Bristol, bouger à côté de moi, calme, imperturbable. Philippe a continué, cette action récente, le gel du trust familial, n'était pas seulement impulsive, mais aussi une mesure de rétorsion. Il agit par vengeance, non par justice. Le trust, votre honneur, a subvenu aux besoins de plusieurs générations de Blackwood. Le paralyser sur la base des accusations d'un seul héritier, sans preuve complète ni procédure régulière, risque de causer un préjudice financier grave. Nous demandons la levée immédiate du gel et la réintégration de Monsieur Blackwood en tant que seul fiduciaire. Il a reculé, suffisant et composé. La juge Harmon s'est tournée vers nous. Monsieur Bristol, votre réponse. Il s'est levé. Oui, votre honneur. Monsieur Blackwood aimerait s'adresser directement au tribunal. La juge a hoché la tête. Je me suis levé lentement, conscient du silence, de la façon dont même le greffier s'est légèrement arrêté alors que je me dirigeais vers la barre. Mes talons cliquetaient doucement sur le carrelage, un rythme régulier. J'ai prêté serment, je me suis assis et j'ai regardé directement la juge. Quand j'ai gelé le trust, ce n'était pas parce que j'étais en colère, ai-je dit. C'était parce que j'avais enfin une preuve. J'ai fait une pause. J'ai laissé le mot s'installer. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi les documents ne correspondaient pas, pourquoi mon nom était omis des décisions financières importantes malgré les promesses, pourquoi les signatures de mon père continuaient d'apparaître, et la mienne aussi, même si je n'avais jamais rien signé. Je soupçonnais une fraude, mais je n'ai pas agi car les soupçons ne sont pas des preuves. J'ai regardé Philippe, puis mon père. Maintenant, j'ai plus que des soupçons. Monsieur Bristol s'est avancé et a remis un dossier épais au greffier. Votre honneur, a-t-il dit, nous soumettons 2 pièces à conviction clés. Premièrement, un ensemble de documents du trust avec la signature falsifiée de Monsieur Blackwood, comparé à des échantillons notariés de registres précédents. Deuxièmement, un fichier audio. Dans cet enregistrement, on entend Monsieur Henry Blackwood discuter explicitement de fausses déclarations financières, y compris la dissimulation de fonds sous les noms de ses enfants pour contourner le contrôle de l'IRS. La juge a haussé un sourcil. Vous avez l'audio? Oui. Il a été obtenu légalement par le biais d'un appel téléphonique enregistré avec un témoin qui a depuis soumis une déclaration sous serment. La juge Harmon s'est légèrement penchée en avant. Passez-le. La pièce est tombée dans le silence. Un assistant technique a apporté un petit haut-parleur et a appuyé sur play. La voilà. La voix de mon père, claire et posée. Nous déplaçons le reste sous le nom de Claire. Elle ne pose pas de questions. Adam est trop curieux. On dira qu'il ne fait pas partie de la succession. On le met à l'écart. Si le fisc regarde, on est propre sur le papier. La voix de Justine est venue faiblement, riant. Tu es impitoyable. Et puis mon père de nouveau, riant. Non, je suis prudent. Personne ne respirait. La salle a retenu son souffle comme un seul homme. Même le faux calme de Philippe s'est fissuré. Il a cligné des yeux, sa mâchoire se crispant. Ma mère fixait le sol. Justine s'est penchée en arrière, pâle. La juge a regardé directement mon père. Monsieur Blackwood, est-ce votre voix? Mon père a hésité. Ça pourrait être. Oui ou non? Oui, mais. Elle l'a coupé. Ça suffit. La salle est restée silencieuse, à l'exception du bruit de la juge griffonnant une note.
La juge Harmon s'est tournée vers le greffier. Requête rejetée. Le gel du trust familial Blackwood reste en vigueur. De plus, je réfère cette affaire pour examen immédiat par les autorités fédérales pour suspicion de fraude financière et de parjure. Monsieur Henry Blackwood, Madame Margaret Blackwood et Monsieur Justin Blackwood doivent fournir une divulgation complète dans les 7 jours ouvrables. Philippe a essayé de se lever, mais la juge a levé la main. Ce n'est pas une négociation. La séance est levée. Le marteau a frappé comme un coup de feu. Je me suis levé, attrapant mon manteau, gardant mes mouvements stables. Derrière moi, j'ai entendu mon père se lever, brusque, en colère. J'étais à mi-chemin de l'allée quand sa voix est venue, vive et basse derrière moi. Tu crois que tu as gagné? Je me suis arrêté, je me suis retourné, je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, ai-je dit. Je crois avoir commencé. Il n'a rien dit. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, les poings serrés sur les côtés, mais il n'y avait plus rien à dire. Pas dans cette pièce. Pas aujourd'hui. Dehors, la pluie avait cessé. Les nuages ne s'étaient pas encore dissipés, mais il y avait une légèreté dans l'air qui n'était pas là avant. Le genre de légèreté qui annonce la fin de la tempête. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je suis juste parti. Et alors que cette bataille juridique touchait à sa fin, je savais que la vraie tempête ne faisait que commencer. Si vous suivez ce voyage de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui allait se passer dans les jours suivants ne changerait pas seulement ma vie, mais révélerait des secrets dont je n'avais même jamais soupçonné l'existence. Le premier coup à la porte est venu 2 jours plus tard, à 7h36 précise du matin. Le soleil venait à peine de se lever au-dessus de la lisière des arbres à Tenafly. Justin fut le premier à arriver à la porte d'entrée. Il l'ouvrit à un groupe de personnes en coupe-vent bleu marine. Internal Revenu Service, division de l'application des lois fédérales, a dit l'un d'eux en montrant un badge. Nous avons un mandat. Je n'étais pas là, bien sûr. J'étais à Princeton quand mon téléphone a vibré. C'était Evan. Pas de SMS, juste une photo. Des boîtes de preuves descendant les marches de la maison des Blackwood, chacune étiquetée avec des étiquettes imprimées. Je n'ai pas souri. J'ai juste murmuré, c'est vous qui avez ouvert cette porte. Je n'ai fait que tenir le miroir. À Tenafly, la panique avait éclaté. La femme de Justin a poussé un cri alors que les agents entraient dans le couloir. Ma mère s'est effondrée sur le canapé, demandant des selles. Mon père est descendu en trombe et a exigé que tout le monde arrête ses bêtises. L'agent principal lui a calmement remis le mandat. C'est une enquête fédérale, monsieur. Vous pouvez contacter un avocat, mais la perquisition se poursuivra. Dans le bureau de Justin, les choses sont devenues chirurgicales. Les armoires ont été ouvertes. Les clés USB ont été mises sous scellé. Son ordinateur portable a été copié. Puis l'un des agents, fouillant dans un classeur en bois, a heurté quelque chose de métallique sur le panneau arrière. Le son était creux. Il a écarté les dossiers. C'était là, un petit compartiment intégré dans la paroi du fond. À l'intérieur, un carnet en cuir noir, usé comme s'il avait été fréquemment manipulé. Chaque page était manuscrite. Date, montant, numéro de routage et nom de code, M01, J91, L73. Nos mois et années de naissance, des transferts vers des comptes offshore, des mouvements entre de faux trusts. Quand l'agent l'a montré à Justin, il a essayé de rire. Ce ne sont que des notes pour la planification fiscale. L'agent n'a pas scié. Alors vous pourrez expliquer ça au procureur. Des heures plus tard, les agents sont partis avec 12 boîtes, 2 disques durs et un carnet noir qui se trouvait maintenant au centre d'une affaire grandissante. Vers 18h40, on a sonné à ma porte. C'était Claire, en jean et pull marine, tenant un plat à gratin en céramique. J'ai fait des lasagnes, a-t-elle dit doucement. C'était ton plat préféré à l'époque. Nous avons mangé dans un silence quasi total. À un moment, j'ai pris une vieille photo de nos enfants et je l'ai placée entre nous. Tu penses qu'elle nous a jamais aimés, a-t-elle chuchoté. Je lui ai posé la question aujourd'hui, a dit Claire, sa voix sans vie. Elle m'a frappé, comme elle le faisait avant. Tu as fait quoi? Je n'ai pas bougé. Je me suis juste retourné et je suis parti. Elle est restée jusqu'à presque 21h. Puis elle s'est levée et est partie sans rien demander. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai vérifié la boîte aux lettres.
À l'intérieur se trouvait une enveloppe recommandée de couleur crème avec 5 mots manuscrits dessus, au véritable héritier. Je suis resté dans le couloir, l'enveloppe tremblant dans mes mains. Quand je l'ai ouverte, une clé USB et une lettre manuscrite de mon grand-père en sont tombées. Si tu lis ceci, Adam, alors tu as déjà prouvé que tu es plus fort que je ne l'ai jamais été. Il a écrit comment il avait vu mes parents me couper les ailes, comment il avait mis en place un fond en fiducie séparé qui les contournait tous. Tout ce que j'ai construit dans le Vermont est à toi. Pas par le sang, mais parce que tu as vu les gens clairement et que tu as quand même choisi d'être bon. J'ai allumé l'ordinateur portable et inséré la clé USB. L'écran est devenu noir. Puis mon grand-père est apparu dans un enregistrement de 2016. Si tu regardes ça, gamin, alors ils ont fait ce que je craignais. J'ai vu ce qu'ils t'ont fait, comment ils t'ont coupé, t'ont rabaissé, alors j'ai laissé des instructions. Le trust du Vermont, la terre, le chalet, c'est à toi. Ça l'a toujours été. Construis quelque chose à ton nom. Ne passe pas ta vie à prouver qu'ils avaient tort. Vis simplement comme si tu avais toujours eu raison. Le lendemain matin, nous avons déposé la lettre et la vidéo au tribunal. En 3 semaines, le juge a statué en notre faveur. Le trust principal a été déclaré frauduleux. Les instructions de grand-père ont été reconnues comme contraignantes. Mon téléphone s'est illuminé d'alertes d'actualité. Trust de la famille Blackwood invalidé au tribunal. Un financier local fait face à une enquête de l'IRS. Il y avait des photos de mon père se protégeant le visage des caméras et de Justine devant son entreprise désormais fermée. Claire n'était sur aucune d'entre elles. Je n'ai pas publié de déclaration. Je n'ai pas tweeté. Je n'ai pas donné de citation, car le silence, quand il vient de ceux qu'ils ont méprisés, résonne plus fort que la colère. 3 semaines plus tard, j'ai conduit jusqu'au Vermont. La route serpentait selon des rythmes familiers. Quand je suis arrivé au chalet, la clé rentrait toujours parfaitement. À l'intérieur, tout était comme il l'avait laissé. Des piles de bois, des couvertures pliées, s'atassent sur le rebord de la fenêtre. J'ai allumé la cheminée et placé la lettre au-dessus du manteau, sous une lanterne en laiton qui nous guidait autrefois à la maison. C'était à moi maintenant, non pas au sens de la possession, mais au sens des racines. J'ai enregistré le trust du Vermont à mon nom. J'en ai converti une partie en une fondation silencieuse offrant des ateliers d'éducation financière et de petites subventions à des jeunes ayant des histoires familiales compliquées. Claire s'est jointe à moi sans qu'on le lui demande. Elle ne voulait son nom sur rien. Elle se contentait de faire des tableurs et de remuer la soupe lors des réunions. Nous n'avons jamais parlé de la gifle ou des lasagnes. Nous avons juste avancé. Et maintenant, quand les gens me demandent comment j'ai survécu à tout ça, je dis que parfois, vous n'obtiendrez pas les excuses. Vous n'entendrez pas les mots que vous méritez. Mais si vous vivez dans la vérité, votre paix deviendra plus forte que leur cruauté ne l'a jamais été. Je n'ai pas brisé la famille. J'ai juste arrêté de les laisser me briser. Mais il y avait une dernière révélation qui attendait. Une qui changerait tout ce que je pensais savoir sur qui était vraiment derrière tout ça depuis le début. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de la prison fédérale. Papier simple, écriture tremblante. Mon père. Adam. Je sais que j'ai beaucoup à expliquer. Quand je sortirai, j'aimerais parler. Je n'ai pas répondu. Certains ponts sont brûlés pour une bonne raison. Justine a tout perdu. Son entreprise, sa maison, sa femme. J'entends dire qu'il travaille dans une quincaillerie en Ohio, vivant dans un petit appartement. Parfois, l'humilité arrive trop tard pour réparer l'orgueil. Ma mère a vendu la maison de Tenafly. Elle a déménagé dans un modeste condominium en Floride. Les rares fois où quelqu'un mentionne mon nom, elle change rapidement de sujet. Son silence maintenant est différent. Il ne vient pas du pouvoir, mais de la honte. Claire et moi nous retrouvons tous les lundis au café près de la fondation. Elle ne parle jamais du passé, seulement des projets sur lesquels nous travaillons. La semaine dernière, nous avons aidé une jeune fille de 18 ans à échapper à une famille toxique et à obtenir une bourse d'études. Vous m'avez sauvé la vie, m'a-t-elle dit lors de notre dernière réunion. Ce n'est pas moi. Je lui ai juste montré qu'elle avait le pouvoir de se sauver elle-même. Le Vermont est devenu mon refuge. Je passe mes week-ends au chalet de mon grand-père, à lire, écrire, planifier de nouveaux projets pour la fondation. En hiver, la neige recouvre tout d'un silence blanc et de paix. Parfois, des visiteurs me posent des questions sur ma famille,
sur la grande dispute qui a été rapportée dans les journaux. Il n'y a pas eu de dispute, je réponds calmement. Juste la vérité. La vérité est puissante. Elle n'a pas besoin d'être criée. Elle n'a pas besoin d'être forcée. Elle a juste besoin d'être révélée au bon moment, par les bonnes personnes. J'ai appris que la vengeance ne consiste pas à détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est construire quelque chose de si solide que le passé ne peut plus vous atteindre. Ils ont essayé de me faire croire que j'étais le problème, que mon honnêteté était de l'arrogance, que mon intégrité était de la naïveté. Mais ils ont eu tort de confondre ma gentillesse avec de la faiblesse. Finalement, j'ai découvert quelque chose qu'ils ne comprendront jamais. On peut être gentil et fort à la fois. On peut pardonner sans oublier. On peut avancer sans laisser personne vous marcher dessus. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois l'homme que mon grand-père espérait que je devienne. Pas parfait, mais honnête. Pas vengeur, mais juste. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de mon père, il purgeait une peine de 2 ans de prison pour fraude fiscale. Justine a perdu la garde de ses enfants et travaille pour rembourser ses dettes juridiques. Moi, je prévois d'ouvrir le 2e siège de la Fondation. Si cette histoire de résilience et de justice a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies de personnes qui ont transformé la douleur en une raison d'être. Car au final, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal. C'est de construire une vie si pleine qu'ils deviennent insignifiants. Et quand les gens me demandent si toute cette souffrance en valait la peine, je réponds avec une phrase que mon grand-père avait l'habitude de dire, parfois, il faut traverser l'enfer pour trouver sa force.